L'État durcit le ton sur la gestion de son parc automobile. Désormais, une partie du parc automobile de l'État sera banalisée afin de mieux contrôler l'organisation et l'utilisation des véhicules banalisés afin de mieux contrôler les véhicules de l'État. Moins d'abus dans l'utilisation des véhicules banalisés. C'est ce qu'a décidé le Conseil des ministres du jeudi 26 février 2026 à travers la relecture d'un ancien décret adopté le 30 juillet 2013. Banalisation des véhicules administratifs. L'État mise sur une gestion plus transparente de son parc automobile est le thème retenu pour vous dans votre émission Débrief du Conseil. Une émission consacrée à expliquer aux populations les grandes décisions issues des conseils des ministres. Et pour en parler de la banalisation et la gestion des véhicules de l'État, je reçois pour vous Jean Ouédraogo, expert senior agréé en santé humaine, action sociale et humanitaire, consultant international et DG du cabinet d'études Notre Santé. Bonsoir et bienvenue sur Kaziba TV. Bonsoir M. Da, merci pour l'invitation et mon bonsoir également aux fidèles publics de Kaziba TV. Alors, on rappelle que vous êtes du domaine de l'humanitaire. Ce soir, vous êtes dans votre émission Débrief du Conseil. Les portes vous resteront toujours grandement ouvertes. Ok, merci beaucoup pour cette assurance. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci encore pour votre fidélité au programme de Kaziba TV. C'est votre émission Débrief du Conseil. Soyez les bienvenus. Alors, monsieur Ouédraogo, vous l'avez suivi au Conseil des ministres du jeudi 26 février dernier. L'État a pris une relecture d'un ancien décret depuis 2013 que ça a été pris le décret. L'État a fait une relecture pour réviser ce décret. Ce décret consiste à banaliser les véhicules de l'État pour mieux gérer le parc automobile. Alors, d'abord, c'est quoi la banalisation d'un véhicule? Ok, merci beaucoup, M. Da. Et il faut noter que si on parle de banalisation des véhicules de l'État, c'est tout simplement une manière d'autoriser les véhicules de l'État à circuler sans des signes indicatifs officiels, voilà, comme les logos, les plaques, les couleurs institutionnelles, etc., etc. Donc, voici quand même déjà ce qu'on peut dire par rapport au mot banalisation des véhicules de l'État. Alors, le gouvernement qui a pris ce décret, cette décision de vouloir banaliser les véhicules, alors est-ce que la décision peut-elle comporter une importance dans la gestion des véhicules? Est-ce que c'est important pour les populations et aussi pour l'État en prenant la décision? Et effectivement, il faut noter que cette décision dégage quand même des atouts essentiels, surtout dans la protection des agents publics de l'État et aussi la bonne gestion des équipements de l'État ainsi que les consommables qui accompagnent. Voilà. Et aussi, cela permet quand même de minimiser la stigmatisation des agents de l'État. Il faut noter que cette décision, ce n'est pas pour rendre esthétique l'utilisation des équipements de l'État, mais c'est une décision d'adaptation stratégique face à la situation que nous vivons actuellement. Parce que l'État travaille quand même à sécuriser ses agents sur le terrain, et voilà, tout en restant transparent, tout en travaillant quand même à ne pas exposer les agents sur le terrain. Alors, à ne pas exposer les agents sur le terrain, c'est une décision stratégique, mais tous les véhicules ne seront pas banalisés. Alors, c'est une partie des véhicules de l'État seulement, c'est une partie qui sera banalisée. Donc, ça rentre aussi dans la stratégie de l'État, oui, à mieux protéger les agents. Effectivement. C'est une stratégie vraiment pour protéger les agents. Effectivement, ça ne concerne pas tous les agents, ça ne concerne pas tous les engins, mais il y a une partie, surtout sur des missions spécifiques, il faudra quand même travailler à banaliser, à rendre les véhicules neutres pour faciliter ces missions-là, pour faciliter la réussite de ces missions-là sur le terrain. Donc, notamment sur le plan sécuritaire, cela pourrait avoir de l'importance. Ah oui, bien sûr.
sur le plan sécuritaire, cela peut avoir de l'importance parce que c'est ce que j'ai bien dit dès l'entame de nos échanges. Ça permet d'éviter quand même la stigmatisation. Il ne faudra pas qu'un véhicule qui passe, on dit que ça c'est un véhicule du ministère de la solidarité et de la famille, et ça c'est un véhicule de telle structure. Voilà, il faudra vraiment travailler à protéger ces agents-là. Même si on ne pourrait pas prendre en compte tous les agents, tous les engins, mais au moins des missions spécifiques, volet sécuritaire, cela protège les agents dans certaines missions spécifiques. Alors, au tout début du terrorisme 2014-2015, on voyait de grosses cylindrées bien banalisées. Alors, est-ce que ce décret ne vise pas aussi à lutter contre ces véhicules banalisés qui ne sont pas de l'État forcément? Indirectement, oui. Parce que c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est comme on le disait, la banalisation ne concerne pas tous les agents, mais c'est pour faciliter une utilisation rationnelle en n'exposant pas les agents. Donc, du coup, les deux termes, banaliser les véhicules et interdire la circulation des grosses cylindrées, c'est vraiment deux termes interchangeables dans la position stratégique de l'État côté sécuritaire. Alors, on voyait que des véhicules à l'époque roulaient, des véhicules banalisés avec des vitres bien fumées. Alors, on ne savait pas à qui appartenaient ces véhicules, mais on espère qu'avec ce décret, on pourra quand même diminuer ces véhicules banalisés. Et quand on voit, on sait quand même que bon, c'est pour des missions secrètes, c'est pour des missions bien précises. Ça ne sera plus comme avant. Ah oui, il y aura un changement. Ah oui, des véhicules avec des vitres fumées, des fonds rouges dans les maquis, voilà, et par-ci par-là. Bon, c'est des choses qu'il faut travailler à réduire. Parce que il ne faudrait pas que les citoyens burkinabés qui a transpiré pour permettre à l'acquisition d'un véhicule se retrouvent à 22 heures dans un maquis. Voilà, pour des fins personnelles. Voilà, donc il faut travailler dans la transparence, il faut rassurer la communauté que ce que vous avez donné, voici ce qu'on a utilisé et voici comment nous l'utilisons de façon rationnelle. Voilà, parce qu'il ne faudra pas utiliser ces véhicules-là en tout cas pour des fins personnelles. Voilà, donc c'est une bonne initiative, en tout cas je l'apprécie et j'accompagne cette initiative de toutes mes forces. Alors, les voitures banalisées, les fonds rouges, ça sera deux types de véhicules qu'on peut observer dans les parcs automobiles de l'État. Oui, bien sûr, oui. Parce que la banalisation ne concerne pas tous les véhicules. Et d'autres seront banalisés, d'autres ne seront pas banalisés. Donc, les véhicules qui seront banalisés seront destinés à des missions spécifiques. Voilà, donc c'est pourquoi vous allez voir, il y aura des véhicules banalisés, des véhicules non banalisés. Donc c'est normal. C'est normal qu'on retrouve ces véhicules-là dans les parcs automobiles de l'administration burkinabé. Vous parlez tantôt des fonds rouges dans les maquis, au marché, mais on a vu que depuis l'arrivée du pouvoir en place, en tout cas, ces pratiques-là ont diminué, pratiquement disparu. On ne tend plus à voir ces pratiques-là encore. Ah oui, on peut quand même espérer qu'il y a une bonne gestion quand même du parc automobile. Ah oui, il y a une bonne gestion parce que il faut s'adapter à la situation et il faut essayer de voir comment on peut améliorer la gestion rationnelle de ces équipements-là. Donc, je pense que ça s'est amélioré. Voilà, on ne sent plus vraiment l'utilisation voilà, de ces véhicules-là dans les endroits non vraiment appréciables. Voilà. Une parenthèse, une voiture de Faso Mebo qui a été appréhendée quelque part dans la ville de Ouagadougou. En tout cas, le chauffeur en a payé le prix. Ah oui, oui. Est-ce que avez-vous été informé par rapport à ça? Ah oui, j'ai bien été informé. Et moi, j'ai dit, mais c'est des exemples que les autres pourront... c'est des leçons que les autres pourront apprendre. Voilà, c'est des leçons et tout ce qui se passe comme sanctions et autres, voilà, c'est des leçons, les gens apprennent et les gens s'adaptent. Les gens savent que voilà, rien ne, bon, comment dirais-je, rien ne peut se passer comme avant. Voilà, il faut qu'on essaie de durcir le ton, de taper sur la table pour redresser certaines choses. Voilà, donc c'est très clair.
Alors, Monsieur Ouedraogo, vous êtes humanitaire et dans votre milieu, quelques ONG qui travaillaient secrètement à rendre les données militaires publiques dans certains pays en Europe ont été épinglées et chassées du territoire burkinabé. Alors, vous qui êtes du domaine humanitaire, qu'est-ce que vous faites pour accompagner le gouvernement? Ok, donc étant dans le domaine humanitaire, étant également expert senior agréé en santé humaine, action sociale et humanitaire, mon rôle serait quand même d'accompagner les ONG et associations humanitaires dans la gestion optimale des données. Par exemple, la collecte, le partage des données collectées sur le terrain, voilà, qui ne doit pas être sensible, voilà, tout en protégeant la population. Et aussi, c'est de travailler en tandem avec les agents publics de l'État. Il faut collaborer avec eux. Il faut vraiment avoir une bonne coordination avec les agents publics de l'État. Donc, voici essentiellement ce que je peux dire. Voilà. Et aussi, il faut sensibiliser les agents sur la confidentialité et la bonne gestion des données. Voilà, l'exemple est que quand le gouvernement a pris la décision que pour collecter les données, il faut forcément passer par certaines administrations. Effectivement, ça existe. Bon, au début, ça n'a pas été facile, voilà, mais par la suite, les gens se sont familiarisés facilement pour demander le visa statistique pour aller collecter des données sur le terrain. Bon, c'est rapidement en avance et l'État a l'œil sur tout ce que nous faisons. Voilà, pour ne pas vraiment exposer la population. Voilà, parce que même pour aller intervenir, il y a des autorisations de l'État. Voilà, donc aussi, c'est d'exhorter aux ONG humanitaires et associations en tout cas, de s'aligner à l'État parce que l'administration burkinabé a déjà tracé une voie qui est là. Si vous prenez le plan national de développement, si vous prenez les ODD, ce sont des choses qui existent et que nous devrions nous aligner à là. Donc, c'est de demander à ce que toutes nos interventions s'alignent, voilà, à cette base déjà tracée par l'administration burkinabé pour travailler dans la transparence, pour ne pas exposer la population, pour faciliter la réponse aux besoins des populations, pour éviter les obstacles, voilà, liés à l'administration, pour vraiment ne pas être en porte-à-faux avec l'administration burkinabé. Voilà, toute chose c'est la communication, toute chose c'est la collaboration, et voilà, je m'arrête là. Alors, vous travaillez avec des partenaires aussi à l'externe du Burkina Faso, à l'extérieur. Alors, est-ce que la coordination est parfaite avec les dispositions que l'État a prises? Par exemple, pour collecter des données, il faut respecter ce que l'État a insinué, ce que l'État a posé comme base. Est-ce qu'il y a une communication, une coordination entre vous, l'État et vos différents partenaires? Ah oui, il y a une communication. Il faut noter que même nos partenaires, les bailleurs, communiquent aussi avec l'État. Donc, ils comprennent déjà ce qui se passe. Vous voyez, souvent, on parle de la réponse humanitaire, il faut aller vite et bien, mais souvent, ça traîne. Ça fait traîner les pas parce que peut-être le visa statistique, vous allez poursuivre un bout de temps, alors que peut-être l'intervention, vous voulez le faire en 15 jours, alors qu'en 15 jours, c'est pas sûr que vous puissiez avoir le visa statistique pour commencer. Donc, du coup, ça fait traîner les pas, mais les bailleurs comprennent aussi. Voilà, ils comprennent, on communique, voilà, parce qu'il faut forcément s'adapter, il faut forcément suivre ce que l'État a déjà mis en place comme système pour la bonne gestion en tout cas de ces populations vulnérables sur le terrain. Alors, M. Ouedraogo, c'est la fin de cette émission. Alors, dernier mot avant qu'on se quitte. Ok, le dernier mot avant qu'on se quitte, c'est ce que j'ai dit. Cette banalisation des véhicules de l'État n'est pas un système esthétique, c'est pas pour permettre à n'importe quel agent de prendre un véhicule pour se promener comme il veut. Voilà, mais c'est une position stratégique pour s'adapter à la situation que nous faisons face. Et c'est ce que j'ai bien dit. L'État travaille de façon transparente, de façon, en tout cas en respectant quand même les critères de l'irrévocabilité pour ne pas exposer ces agents sur le terrain.
Donc c'est pour dire que c'est la transparence, c'est la redevabilité et c'est la sécurité des agents sur le terrain. La transparence et la sécurité des agents sur le terrain. Je rappelle que vous êtes consultant international et DG du cabinet d'études Notre Santé. Merci encore une fois de plus d'être venu. Merci, M. Da. Je suis honoré d'être invité sur le plateau de Kaziba TV. L'État a décidé de renforcer le contrôle et la gestion de son parc automobile en procédant à la banalisation d'une partie des véhicules administratifs à la suite de la relecture d'un décret de 2013 adopté en Conseil des ministres le 26 février 2026. Cette décision marque une volonté claire de lutter contre les abus liés à l'utilisation des véhicules de fonction et d'assurer une gestion plus rigoureuse des ressources publiques en rendant certains véhicules moins identifiables comme appartenant à l'administration. L'État cherche à mieux encadrer les usages, à responsabiliser les bénéficiaires et à promouvoir davantage la transparence. C'était là l'essentiel de notre émission Débrief du Conseil sur Kaziba TV. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous retrouve très prochainement. L'info est sur www.kazibatv.bf.